retour, oui, Marco, de retour sur le plateau de la matinale. On vous l'a annoncé, sujet très intéressant, très croustillant. Déjà, je pense que vous avez vu dans notre décor des prémices de notre sujet du jour et du match de demain. Donc déjà, on a des fagnons, on a des... Comment ça s'appelle, Marco? Des crampons, c'est ça? Des crampons. Des crampons. Une paire de mag, une paire de mag. Etc., pour parler de ce fameux match ô combien important que disputera la Côte d'Ivoire demain face au Maroc. Pitié de nous. Match qui décidera, ou du moins qui nous dira si la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le Mondial 2018. Ce sera en Russie. Avant de commencer et de vous présenter nos invités, que vous connaissez déjà, hein, mais bon, la répétition est pédagogique. Pronostic, Marco? Pronostic à la fin de l'émission. Monsieur Patrick Guité, journaliste sportif. Pronostic? 3-0 pour les éléphants. Oh là là. Docteur Ni, sociologue. En tant que sociologue, Max Weber nous interdit de faire du charlatanisme social. Jingle, c'est parti. Alors, le thème est simple. Hein. Éléphant, quand tu nous tiens, le côté sociologique, sociétal, avec bien sûr le docteur Lille Nielbien, sociologue que vous connaissez depuis la saison passée, qui nous a vraiment éclairé avec un E majuscule. C'est toujours un plaisir de le retrouver. Et puis Patrick Guité, journaliste sportif, visage très connu, analyse pointue. La première question, ça vient d'où cet amour pour les éléphants dans notre pays? Quelle est l'histoire de ce love-là, comme on dit, entre les Ivoiriens et leur équipe nationale? La datation en termes événementiels, au sens où ça vient de telle ou telle année, peut-être serait difficile à dire parce qu'on remarque que le sport fait partie intégrante de la vie. C'est pour ça que les Anglais parlent de jeu et de sport. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, vous jouez, et quand vous devenez adulte, vous pratiquez du sport. Donc ça veut dire que ça se confond, et ce qui se passe dans la vie des individus impacte automatiquement ce qui se passe sur le plan national. Donc on peut dire que, très rapidement, l'amour ou le désamour pour nos éléphants est donné même à la naissance de l'équipe nationale. Patrick Guité, journaliste sportif, on le rappelle, les enjeux de ce match sont très importants, on l'a dit. À la clé, une qualification. Toujours pour parler, pour se rapprocher du côté volet sociologique. Aujourd'hui, l'état d'esprit des Ivoiriens vis-à-vis de ce match. Au niveau des Ivoiriens, il y a deux catégories d'Ivoiriens déjà. Il y a ceux qui sont sur le terrain, donc les footballeurs, et puis les supporters et toute la nation ivoirienne. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur, vu les supporters, vu, on va dire, la physionomie des deux dernières rencontres des éléphants. C'était face au Gabon à Bouaké. On sait que les éléphants ont perdu sur leur propre terrain. Et puis le match nul au Mali, qui a fermé quelque peu les portes de la qualification aux éléphants, mais il reste les fenêtres puisqu'on doit forcément gagner, remporter ce match face aux Marocains. Maintenant, vous avez des footballeurs qui sont des professionnels qu'on a rencontrés à leur lieu de regroupement, qui nous ont dit, eh bien, grands frères, chers Ivoiriens, rassurez-vous, nous sommes conscients de ce que nous avons à faire et nous allons tout mettre en œuvre pour battre cette équipe du Maroc qui du moins, en fait, n'a jamais battu les éléphants au stade Félix-Houphouët-Boigny. Alors, au-delà de ce match, c'est quoi l'impact du football sur la société par rapport à la participation au mondial, les aspects sociaux, politiques, économiques et culturels? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une qualification des éléphants demain aura vraiment des retombées. On aura des retombées vraiment grandes et concrètes à tout point de vue. C'est du pain béni pour un sociologue. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme à travers le monde. On lui concède le titre de sport roi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football s'est installé dans nos vies, c'est au-delà de tous les rêves. C'est comme si c'est le banquet des footeux, c'est-à-dire le banquet avec ce que cela a comme noblesse. C'est-à-dire être invité au grand repas de Russie en 2018 ou ne pas y être invité, faire partie des 30 et quelques nations sur les 197, c'est au-delà de tous les rêves. C'est-à-dire que socialement, c'est le couronnement de l'effort, de l'abnégation, de la loyauté, des sacrifices, l'hymne national, le patriotisme, la fusion, c'est-à-dire la nation qui se retrouve unie, fusionnelle, communiquant, etc., etc. C'est la fête, c'est beaucoup de choses. D'un point de vue économique, n'en parlons pas, parce que
c'est tous les sponsors, c'est Nike, c'est Canal+, c'est bon, pour ne pas les citer. C'est aussi à Gamay, tous ceux qui vont commencer à faire des gadgets, des drapeaux, comme on en voit là. Sur le plan aussi symbolique, c'est être parmi les plus forts de cette terre, c'est être vu, c'est avoir une identité nationale. Partout où on passera, on se rappelle, on dira la Côte d'Ivoire était à la CAN, vous êtes Ivoirien, on vous connaît, on vous reconnaît, etc., etc. D'un point de vue symbolique, ça a cette puissance. C'est aussi du point de vue de la croyance religieuse. Aujourd'hui, d'ici demain, on ne cherche pas à savoir qui est chrétien, qui est musulman, qui est bouddhiste, qui est kokanguiste, qui est pasteur, qui est ceci, cela. Toutes les prières seront bonnes à prendre parce que sur le plan symbolique, nous voulons aller à la CAN 2018. À la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, pardon. Alors justement, parlons de Coupe du Monde. Notre première qualification pour le mondial, on se souvient, c'était en 2006. Oui. Les Ivoiriens étaient tous surpris, on était tellement contents. Aujourd'hui, on est en 2017, 11 ans après, on estime qu'on y a droit. Ce n'est plus la surprise de 2006, ce n'est plus le mythe. On estime qu'avec la qualité de nos joueurs, de notre jeu, on estime qu'on y a droit et on va pour chercher cette qualification. Oui, on va pour chercher cette qualification. Vous avez 3 participations consécutives à une Coupe du Monde. Ça donne, comme vous le disiez, on pense qu'on y a droit, qu'on doit y être à chaque fois. Et vous savez, tout à l'heure, le docteur nous parlait d'économie. C'est quand même 395,5 milliards qui seront partagés à tous les équipes. Oui, aux 32 équipes. Et la Côte d'Ivoire aura au minimum plus de 5 milliards. C'est-à-dire la préparation et la participation. Si vous êtes éliminé au premier tour, ben vous aurez tout ça. Donc, c'est tout ça qui pousse un peu, on va dire, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football et l'État ivoirien à pousser nos éléphants à la victoire parce que ça sera une grosse manne pour le financement de notre football, donc pour son développement. Et puis, ça va permettre de, on va dire, focaliser toutes les attentions sur ce sport-là qui nous passionne tous. Justement, je prends la balle au bon. Parlant de passion, c'est formidable ce que le football peut créer. On sait dans l'histoire, vous êtes sociologue, vous l'avez dit plusieurs fois ici, grâce au football, il y a eu des gays qui ont été arrêtés ou interrompus. Grâce au football, il y a des personnes qui se sont croisées, qui ont fondé des familles. Grâce au football, il y a des pays qui se sont réconciliés. Mais ça fait quelque chose, quoi. Ça touche. Pourquoi c'est le football qui crée cet engouement-là? Pourquoi? Bien, c'est le football qui crée ce mouvement-là parce que le football a cette capacité à être accessible, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de grands moyens, on n'a pas besoin d'être pauvre ou riche pour le pratiquer. Et le football aussi, c'est sur un petit rectangle, on peut prendre n'importe quelle surface, on peut se mettre à jouer ici à 2, à 3, à 4, tout comme on peut se retrouver dans les stades mythiques tels que ceux de Bernabéu ou ceux de Botafogo, Stade Houphouët-Boigny, etc. On peut le jouer avec le dernier ballon de la Coupe du Monde, tout comme on peut prendre un citron, un chiffon. Donc ça, c'est ce côté accessible. Ça aussi, les règles ne sont pas très complexes. En dehors, c'est ceci, c'est un coup franc, c'est hors-jeu, c'est facile. Et en même temps aussi, le football réussit quasiment à tout le monde. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être riche, diplômé, pas diplômé, ça vous réussit. Et le football aussi, c'est ce qui donne même aux enfants de la rue un minimum de socialisation. Parce que là, ils sont obligés de venir à des heures précises à l'entraînement, ils sont obligés d'être disciplinés, ils sont obligés... Et ça redonne une seconde chance à tout le monde. Donc, à un moment donné, et puis tout le monde connaît quelqu'un dans sa famille, dans son village, de son pays, de sa nation, qui a pratiqué du football, qui est devenu quelqu'un grâce au football. Donc, il focalise tous les rêves, tous les fantasmes, que ce soit individuel ou collectif. Et les stars deviennent aujourd'hui des icônes. Des icônes, voire même des hommes politiques. Docteur, maintenant, les parents ne regardent plus les notes en mathématiques, en français, en anglais, mais on lorgne vraiment vers les notes d'éducation physique et sportive. Et vous avez tellement raison qu'il y a des gens qui m'ont dit que moi, mon fils, pourvu qu'il me ramène le BPC, il va pratiquer le football qu'il voudra jusqu'à... Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Moi, je me rappelle moi-même, quand j'étais arrivé en Europe, j'avais à l'époque 17 ans, et j'ai fait des tests dans des clubs. Et je pouvais faire sport-études. Dans quel club? À Strasbourg, je suis à Strasbourg. Wow. Voilà, donc c'est arrivé le Racing Club. Oui. Et mon père m'a dit, entre les études et le foot, il n'y a pas photo, choisis les études. Honnêtement, pour vous regretter? Je ne regrette pas. Est-ce que vous étiez bon footballeur déjà? Est-ce que vous étiez bon? Parce qu'en France, quand on vous propose sport-études, ça veut dire que vous êtes équilibré des deux côtés. Intellectuellement, vous êtes calé. Et vous savez que c'est l'équilibre du corps, c'est l'équilibre entre la soma et l'intellect. Les gens, à tort, veulent opposer les deux.
Alors que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et quand on est bien dans sa tête, exactement. Je repose ma question. Vous regrettez? Quand je vois les sommes qu'il y a aujourd'hui, là, on parle de plus de 5 milliards de salaires. Voilà, quand je vois les salaires aujourd'hui, j'ai un petit regret. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alors, Patrick, on parlait... Il est très fort. Il m'a fait dire ce que je... Ça a commencé par non, hein. Après, il y a eu hésitation, puis finalement, c'est sorti. Alors, on parlait du fait que les stars du foot aujourd'hui sont des icônes, et le docteur le disait tellement bien que les footballeurs en général, ce sont les gens qu'on a vus grandir dans des quartiers pauvres justement, pour parler de l'équipe de Côte d'Ivoire, on va dire des gens qu'on a vus à Abobo, qu'on a vus à Williamsville, qu'on a vus à Nyama, à Yopougon, et tout le quartier les a vus grandir. À un moment ils disparaissent parce qu'ils vont jouer dans des clubs à l'international, et puis ils deviennent des icônes mondiales. Donc ça donne de l'espoir à ces plus jeunes là justement, qu'on soit de familles pauvres d'ailleurs ou de familles plus nantis. Hein. C'est clair, hein. Il suffit d'aller aujourd'hui au lieu de regroupement des éléphants, vous verrez les amis, les parents des différents joueurs. Ce sont des icônes, ce sont des modèles, puisque des modèles de réussite sociale forcément. On a parlé de leur salaire, on n'a pas parlé également de leurs acquisitions immobilières et en tout cas de leurs grosses voitures. Ça fait rêver, mais ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile. Il faut dire aux jeunes, c'est vrai qu'ils se reconnaissent en Drogba, en Yaya, aujourd'hui en Mas, Gradel, Gervinho, etc., que ça n'a pas été facile. Il a fallu être discipliné, être à l'heure. Il le disait à l'entraînement, suivre les entraînements, suivre les conseils des coachs, se priver de beaucoup de choses, faire des sacrifices pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc, c'est vrai, quand on les voit, on les envie, mais attention, il y a beaucoup de sacrifices derrière et c'est idem pour nous tous, parce que c'est vrai, quand on voit Marcelin ou Eva à la télévision, on se dit, ouais, c'est très beau, mais il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a certains qui sont privés de leur petit déjeuner, qui ont prêté les bus bourrés, etc., pour aller à l'entraînement ou pour aller à l'école, pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Patrick Guité, je reste avec vous. Est-ce que cette génération d'éléphants-là mérite d'aller au mondial? Objectivement, non. Franchement. Pourquoi? Objectivement, non, parce que je l'avais dit après la Coupe du Monde 2010 qu'il fallait faire une rupture pour reconstruire cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Malheureusement ou heureusement, on remporte la CAN 2015 et on renvoie au calendrier grec tout ce que la FIFA avait, on va dire, préparé en termes de reconstruction, de formation, etc. Aujourd'hui, vu on va dire la démarche, vu le comportement des Ivoiriens, je pense que les Marocains mériteraient un peu plus d'être à cette CAN. Pourquoi? À cette Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui est vieillissante avec les Mehdi Benacer, etc., qui, depuis 1998, n'a pas participé à la Coupe du Monde et qui permet à l'Afrique d'accueillir, on va dire, le CHAN 2018, puisqu'il y a le Kenya qui s'est désisté. Donc, avec tout ça, on aimerait bien voir le Maroc. Mais je suis Ivoirien et je sais que les joueurs, les éléphants, sont confiants face à une équipe qu'ils connaissent également, avec des joueurs avec lesquels ils évoluent en Europe, même si c'est vrai que des noms pourraient nous faire peur, tel que Mehdi Benassia qui joue à la Juventus, mais je vous informe qu'il est incertain pour cette rencontre puisqu'il était blessé à la Juventus. Il y a Ishram également qui est au Real de Madrid, mais je vous informe qu'il n'a pas fait un très gros match avec le Real de Cristiano Ronaldo. Nous avons Wilfried Zaha, nous avons Jonathan Kodja, Gervinho qui sont prêts, confiants, à aller au front, à aller à la bataille. Maintenant, il faut aux Ivoiriens de se mobiliser au Stade Félix-Gouagny pour pousser ces éléphants-là à la victoire. Parce que je dois vous le rappeler, au football, il y a les statistiques qui parlent également. Le Maroc n'a jamais battu la Côte d'Ivoire, quel que soit son état de forme, au Stade Félix-Gouagny. Il faudra s'appuyer là-dessus également et s'appuyer sur l'état d'esprit de ces Ivoiriens-là pour pouvoir penser à une qualification. On va parler de l'adversaire, hein, justement, le Maroc, vous en avez parlé. C'est une, je ne vais pas dire une équipe particulière, mais c'est un enjeu particulier. C'est pas comme si on jouait contre le Cameroun ou contre le Ghana. Non. C'est complètement différent. Il y a un contexte qui est complètement différent. Il y a un contexte qui est complètement différent. C'est vrai, on le lit sur les réseaux sociaux, hein, mais ce n'est pas vrai. Le roi n'a pas appelé le roi du Maroc n'a pas appelé le président de la République du Côte d'Ivoire, son excellent M. Alassane Dramane Ouattara, pour lui demander de lui ouvrir les portes de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va se jouer sur le terrain. C'est vrai qu'il y a un environnement
particulier. Je vous le disais, le Maroc aujourd'hui est impliqué dans les affaires de la CAF, donc de la Confédération africaine de football. Le Maroc a accueilli les dernières assises donc, pour la redynamisation, en tout cas le forum de redynamisation donc, du football africain. Le Maroc est très impliqué. Le Maroc est même candidat à l'organisation de la Coupe du Monde, je vais dire 2028, je crois bien. Donc le Maroc est présent un peu partout. Donc on a tendance à croire que tout sera déroulé comme un tapis rouge au Maroc pour aller à la Coupe du Monde 2018. Et non, pas du tout, parce que les éléphants ne l'entendent pas de cette oreille, c'est tout. Absolument. Alors justement, parlant de cette rivalité, le football, c'est une affaire de rivalité, c'est une affaire de sphère géographique. On connaît l'amitié ou l'inimitié qui peut exister entre les pays du Maghreb, les pays du Nord, les pays du Centre, les pays du Sud. Est-ce que tout ça, ça ne participe pas à aiguiser, à pimenter encore plus ce genre de rendez-vous? Ben, naturellement, puisque selon les circonstances, le Maghreb est considéré comme africain et selon d'autres circonstances, est considéré comme l'Afrique blanche. Donc déjà à la base et dans nos relations de tous les jours, on le vit, on l'expérimente. Et on n'est pas toujours logé à la même enseigne. Et ça clive, c'est très clivant, et ça pigmente, ça alimente beaucoup cette rencontre. En plus, c'est l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire qui nous a fait gagner la CAN, à qui on n'a même pas dit correctement au revoir, ou qui ne nous a pas dit correctement au revoir, qui revient. Et moi, je pense qu'on peut capitaliser mentalement là-dessus. Parce que quelqu'un devra regretter son choix. Soit, et ça, c'est à nous de le faire. Parce que nous sommes chez nous, nous sommes habitués à la chose. Parce que même si on est mal parti, mais la Côte d'Ivoire est quand même habituée au parcours chaotique, calamiteux. C'est-à-dire les Ivoiriens, il ne faut pas être cardiaque quand on les supporte. C'est plutôt quand on ne s'occupe pas d'eux qu'ils sont capables de sortir le match du siècle. Et c'est ça aussi la force du football. Parce que seul le football produit des miracles. Vous voyez, même avec le Sénégal et leur match de l'Afrique du Sud, on est revenu là-dessus. C'est un cadeau royal. Il faut capitaliser sur ces choses. Vous parlez de capitaliser justement et que vous dites qu'on doit prendre ces choses à notre avantage. Mais quand on se dit justement que l'entraîneur, le sélectionneur du moins du Maroc, Hervé Renard, est celui qui nous a donné la coupe en 2015, est-ce qu'on ne se dit pas, à contrario, il connaît nos joueurs, il connaît notre façon de jouer, il connaît notre état d'esprit. Est-ce que ce n'est pas notre défaveur? Ben ça, c'est quand vous n'avez pas un mental solide. Parce que le rêve de tout élève, c'est de dépasser le maître. C'est-à-dire que ce que le maître vous a donné, vous l'apprenez, vous vous bonifiez et vous le dépassez. Personne ne connaît le maître de Max Weber, qui était Jörg Siebel. Ça veut dire que personne ne connaît le patron de Socrate. Ça veut dire que quand un élève est excellent, il finit par dépasser le maître. C'est-à-dire que le maître vous coach, comme il a dit. Le coaching, c'est de l'entraînement. Mais la niaque, la rage, le patriotisme, la puissance, la passion, l'envie de réussir, tout votre parcours, depuis que vous étiez dans un quartier pauvre jusqu'à aujourd'hui, montrer au monde entier de quoi vous êtes capable, ça, ce n'est pas un coach qui vous l'enseigne. Donc, pourquoi nous, en Afrique, surtout nous, en Afrique noire, on a cet amour-là du calcul? Pour payer nos factures, on s'y prend au dernier moment. Oui. Pour se qualifier même, on attend la dernière journée. C'était pas mieux de battre le Gabon pour être tranquille. Là, si on avait battu le Gabon, même une défaite avec un bon goal à virage, nous aurait qualifié. Cette culture du calcul tactique, dernier moment, tout ça, c'est depuis des années. C'est inhérent aux éléphants seulement ou bien à tout le monde? Ben, apparemment, vous avez parfaitement raison, c'est l'Afrique. Hein. Tout ce qu'on organise à la dernière minute, on ne planifie jamais, on ne programme jamais, on ne se prend jamais à l'avance. On dit que nous, on procrastine. On remet toujours au lendemain. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le ferai demain. C'est notre vision du temps. C'est une vision cyclique. Alors que les autres, ils préfèrent toujours anticiper. Vous avez parfaitement raison, on aurait pu anticiper. Comme l'a dit le frère journaliste, on avait 3 cannes à notre actif. On avait l'expérience nécessaire. Même s'il y avait une équipe à rebâtir, mais on pouvait reconstruire partie de ce capital confiance pour déjà tuer tout suspense. Mais vous avez raison, malheureusement, l'Africain, c'est quand il a le couteau à la gorge qu'il se rend compte que la mort n'est pas loin. Moi, je vais dire quelque chose rapidement par rapport à Hervé Renard. Vous avez dit c'est le maître, il est le maître de rien du tout. Il est le maître de rien du tout. Il y avait un staff qui était derrière, qui a travaillé dur. C'est vrai qu'il est venu avec Patrice Baumel. C'est vrai qu'ils ont fait un gros travail mental sur les joueurs, mais également dans le staff. Il y avait Kamara Ibrahim qui
fut l'entraîneur des cadets, qui a remporté la CAN des cadets, qui a boosté le moral de ces jeunes également. Et si je vous dis qu'en 2015, lors de la CAN, Eva, tu étais à la finale. Oui. C'est vrai, quand on a annoncé que Kopa Barry était le gardien, tous les Ivoiriens ont crié. Ah oui, on était prêts à sortir du stade. On était prêts à sortir du stade. Il y a eu quelqu'un pour aller booster le moral de Kopa Barry, qui a senti également ce manque de confiance vis-à-vis, en tout cas envers lui. Et c'est Kamara Ibrahim qui est monté dans la chambre de Kopa Barry qui lui a dit tu peux y aller, tu vas y arriver parce que c'est ton jour de gloire. Il y allait, et ça a été son jour de gloire. C'est pour vous dire que les éléphants ne vont pas regarder Hervé Renard avec l'œil de l'élève, c'est pas possible. Ils ont envie d'être à la Coupe du Monde. Je vous ai parlé au-delà des primes, au-delà donc de la dotation de la FIFA. C'est une question de visibilité internationale. Oui, c'est clair parce que il y a plusieurs de ces joueurs-là qui ont envie d'avoir des contrats un peu plus intéressants, mais il y a également le patriotisme qui coule dans les veines de ces joueurs-là. Ils vont se donner à 200%, comme a dit Kolo Touré, pour se qualifier. Question, hein. On va se projeter un peu, essayons, du moins. Après ce match, on se dit qu'on sera qualifié. On prendra les deux cas de figure de tous les temps. On est qualifié. Ouais. Donc on est qualifié. Oui. Plus tard dans la compétition, comment vous voyez la Côte d'Ivoire évoluer à ce mondial-là? Parce qu'en général, on dit, oui, mais pourquoi se qualifier? Parce ils vont aller faire quoi là-bas? Ils vont aller faire quoi là-bas? Donc, c'est le premier cas de figure. Oui. Qualification, comment vous voyez l'après? Et puis, il n'y a pas de bois, moi je veux toucher du bois. Il n'y a pas de bois. Si on comment vous voyez l'après? Je n'ose même pas le dire même. Je ne veux pas porter la guigne. Comment vous voyez l'après dans les deux cas? Déjà, les réalités du football africain ne sont pas les mêmes que les réalités du football européen et donc international mondial. Vous comprenez? Avant d'aller, je crois, à la CAN, la Côte d'Ivoire a affronté la France en match amical. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. 0-0. C'était des éléphants qui avaient un tout autre visage que ce qu'on a vu face au Gabon ici et que face au Mali. Donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer en Afrique, en Russie. Le Sénégal, en 98, personne ne prédisait que le Sénégal allait passer le premier tour, allait battre la France championne du monde. Je vous arrête 2 minutes. Je me rappelle de Michel Platini sur une radio qui disait mais voyons, le Sénégal ne peut jamais battre la France. C'est clair. Mais non, je ne vais jamais oublier cette émission. Et on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. On ne savait pas en 90 que le Cameroun allait battre l'Argentine de Diego Maradona. Donc on ne peut pas prévoir au football. Et c'est ce qui fait le charme de ce sport. Voilà. Dernier mot au sociologue. Docteur, l'année passée, Eva et moi, nous avons payé nos maillots. Oui, très cher d'ailleurs. Très cher, plus de 40 000 chacun. Et on les a fait floquer. On les a fait floquer. Oui. Mais ils nous ont fait ça. Voilà. Bref, cette année. Oui. Moi-même, je partage la même douleur que vous. C'est pas la question, parce que j'ai payé aussi. Oui, je partage votre douleur parce que moi, j'ai payé le même maillot et il n'y a que samedi dernier que j'ai eu le courage de le porter. Soit pour conjurer le sort ou je ne sais pas trop. Vraiment, il faut leur dire qu'on les regarde droit dans les yeux. On les regarde, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Ils sont conscients. Finalement, on leur demande pardon, bien il faut qu'on leur mette la pression. C'est leur travail. C'est leur travail. Ils sont professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont là pour ça. Finalement, on a l'impression qu'on les supplie de nous qualifier. Alors qu'ils sont là pour ça, ils sont payés grassement d'ailleurs pour ça. Alors qualifiez-nous. Enfin, je suis fâché. Repoussez-nous notre zone d'année passée. Nos maillots sont encore là. En tout cas, merci. Ils n'ont pas le droit de nous décevoir. Non. Ils ne le feront pas. On croise les doigts. Allez tous ensemble sur Ils ne le feront pas. On croise les doigts. Et puis on espère que vraiment bon courage à vous. Et on vous aime, on vous titille, mais c'est parce qu'on vous aime et c'est parce qu'on est fiers et très fiers d'être Ivoiriens. Merci Eva. Merci Marco, merci à nos invités. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pendant cette première semaine. On va gagner. À la réalisation, Christelle Akissa, rédaction en chef, Kadiri Fadiga. On va gagner. Et oui, demain c'est le match. On envoie toutes nos bonnes ondes aux éléphants. Vibration positive. Demain on ne dort pas tôt. On ne va même pas dormir.